Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet événement autour de Kamel Daoud, prix Goncourt 2024. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un moment unique. Cher Kamel, tu as été le premier titulaire de la chaire d'écriture de Sciences Po lorsqu'on l'a lancée en 2019. Et dès tes premiers jours dans notre institution, tu as partagé ton temps avec nos étudiants, les inspirations, ton expérience, tes créations, dans des échanges permanents avec notre communauté étudiante, qu'elle soit à Paris ou sur les campus. Et d'ailleurs, je salue les campus en région qui nous regardent en direct. Des étudiants qui sont au cœur de la démarche de la Maison des Arts et de la Création et que vous verrez ce soir intervenir à plusieurs occasions. Bien évidemment, nous écouterons Laurence Bertrand d'Orléac, la présidente de la FNSP, accompagnée de Virgile, monsieur le directeur Louise Vassy, directeur de Sciences Po, puis toi, Kamel, pour un texte que tu as écrit pour l'occasion. Mais avant cela, permettez-nous de revenir à l'œuvre et de commencer cet événement en écoutant les mots et la musique des phrases du roman Ouris, publié aux éditions Gallimard, qui a donc été honoré de ce prix Goncourt. Merci aux étudiantes d'avoir accepté de lire ces quelques extraits. Belle soirée à toutes et tous. Je vous remercie. Là, on se trouve dans ma chambre. Il fait nuit, dans le quartier de Miramar, à Oran. Une belle grosse ville située près de la Méditerranée, qui scintille dans l'obscurité comme un collier cassé. Il est 2h du matin et un homme hurle. Une voiture de police file et des chiens jouent aux voleurs masqués. J'imagine, pour combler l'instant, des palmiers errants et la mer qui cherche encore par où pénétrer dans les rues. Ça me soulage parfois. Ça me rend service d'être muette, ou presque, dans le monde de dehors. Les gens n'attendent pas de moi de longues phrases, ou des discussions avec des mensonges, ou des exagérations, ou des promesses. Même quand j'ai aimé, de temps à autre, je laissais mes yeux immenses, gris et verts, faire trébucher mes interlocuteurs. Mes grands yeux mordorés qui changent de couleur, moqueurs de leur effet sur les hommes qui en perdent les mots. Ils m'examinent, plongent dans mon regard oscillant et toute langue devient insuffisante. Écoute, dans la nuit, des navires marchands beuglent sur la mer disparue. Et je ne peux pas t'expliquer ce qui constitue la mer, ni d'où vient le bateau qui l'ausculte avec sa grosse oreille métallique. Même avec mes mots, il y a des choses que je ne peux pas te rapporter, des nuances du monde de dehors. Il faudrait une longue vie pour te réciter les 1000 détails de cette scène, et tu n'as pas ce délai. Que veux-tu que je te dise de plus pour que nous commencions à devenir familières ? Dehors, je suis une muette. J'utilise à peine quelques mots pour parler. Mais ici, dans ma tête, entre toi et moi, des mots se proposent pour presque toutes les choses de ma mémoire. Face au monde de dehors, ma langue intérieure demeure une merveille de précision et d'histoires anciennes qui y traînent en attendant de se rejouer. Et avec elle, tout, ou presque, s'éclaire sans soleil, sauf l'endroit où tu te trouves. Vrai, cette langue intérieure s'illumine quand j'aime, ou dans la colère, ou dans le rire. L'insomnie surtout
la fait gonfler comme une crue d'été. Il y a aussi dedans les voix des personnes que j'ai aimées, leur timbre ou leur ton. Comme Swad, ma maîtresse d'école, quand j'avais 5 ans, qui faisait de mon sourire abominable un jouet moins acéré sur ma gorge. Je me souviens de cette femme qui m'aima et qui adorait décrire mes yeux pour me faire oublier mon sourire. Ma langue intérieure a commencé avec elle, je le jure devant tous les livres. C'est aussi la langue où j'écris. Elle va vite comme un serpent, elle chasse en zigzag, elle file sur le ventre blanc du papier, et je trouvais toujours, à l'école, les plus belles réponses, parce que j'aimais écrire. Souvent, j'étais la plus rapide à découvrir la solution d'un problème, du fait d'être muette, ou presque. Car je ne gaspille jamais de temps, depuis mes 5 ans, à parler avec les autres. Je garde le silence. Et quand je me mets à écrire, je cours vite, et j'arrive la première dans des terrains inconnus, avant les autres. Merci d'avoir mis en voix ces mots. Et je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Laurence Bertrand d'Orléac, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, accompagnée de Virgile, qui est un ancien étudiant de Sciences Po. Merci à vous. Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais raconter est vraie. Il était une fois une cité tranquille, séparée en 5 quartiers sensiblement égaux en taille, où chacun avait son gouvernement, avec ses règles, ses plans, ses traditions et ses puissances. Dans le premier quartier, Droti, on travaillait dur à établir et à disséquer les lois qui régissent le monde. Ses habitants étaient un peu plus sages, et ils parlaient lentement et d'un air grave qui leur valait d'être respectés de tous les autres quartiers. Dans le second, les Nokomis, on aimait surtout compter. Et l'on voulait y convertir le monde en chiffres, en diagrammes, en statistiques. Le jour où on s'aperçut que les gens n'étaient pas vraiment chiffrables, on fit venir un mathématicien célèbre qui parvint à montrer que même la glande pinéale, nommée psychologie, relevait d'une série d'équations qui ne devaient pas être si difficiles à trouver. On cherche encore. Au quartier de l'Isteroy, on cultivait le goût du passé et ses résidents s'y voyaient comme les dépositaires de toute la mémoire de l'humanité. C'était si lourd à porter qu'ils semblaient ployés sous le joug du temps qu'ils tentaient de rattraper. Une douce mélancolie les habitait au plus profond, comme s'ils voulaient retrouver une part d'eux-mêmes qui leur avait échappé. Ils savaient que les histoires qu'ils recomposaient ne servaient pas à éviter les erreurs du passé. Ils savaient aussi qu'elles ne faisaient que les éclairer en donnant parfois des recettes maléfiques au diable qui ne les aurait peut-être jamais aussi bien imaginées sans eux. C'est qu'à force de raconter des histoires terribles, elles finissent par arriver. Au 4e quartier des Hautes-Lipistes, on aimait les théories, les idées, les enquêtes, les sondages. On voulait par-dessus tout la guerre par d'autres moyens que les armes. Cet arrondissement avait beau être traversé de conflits, on s'entendait au moins sur un point. Rien ne valait davantage qu'une vie consacrée à l'étude de la société, de son gouvernement, de ses partis, de ses élections. Dans le 5e et dernier quartier des Lossociogues, on s'illustrait par une guerre fratricide entre ceux qui croyaient aux chiffres et ceux qui n'y croyaient pas. Ceux qui croyaient mordicus aux chiffres rêvaient d'aller rejoindre les voisins énocomistes, mais ils avaient trop de dettes sur place pour les rallier. Aussi restaient-ils avec leurs ennemis, tout en imaginant de se débarrasser de ceux qu'ils considéraient comme les vestiges du passé, où l'on n'avait pas encore appris à compter. Puis la guerre a ses avantages, en ajoutant du piquant dans la vie des Lossociogues qui s'ennuyaient un peu à force de regarder les autres vivre pour vivre.
À bien des égards, les citoyens des 5 quartiers avaient des choses à se dire, mais ils ne prenaient presque jamais le temps de se rencontrer. Mesdames et messieurs, ne vous moquez pas d'eux et préférez, s'il vous plaît, les admirer. Ils se consacraient à leurs chères études pour les transmettre à la jeune génération qui passait de quartier en quartier pour aspirer tout leur savoir avant de s'en aller vivre leur vie ailleurs, aux 4 coins de la planète. J'en viens à l'événement extraordinaire dont je fus témoin lorsque je vivais dans un petit hôtel charmant du quartier de l'Istérois. J'avais pris l'habitude de circuler en ville et de franchir les frontières des arrondissements pour admirer leurs spécialités respectives. J'avais bien vite remarqué une chose étonnante, c'est que tous les habitants de la cité partageaient en commun au moins une activité. Dès qu'ils avaient un moment de délassement, ce qui était rare, ils allaient enfiler des perles de verre. Ils se regroupaient sur leur plus grande place pour garnir, chacun à leur tour, un gigantesque collier qui finissait par former un très long serpent qui rampait sur le sol en débordant sur les rues adjacentes. Sans se concerter, chaque quartier avait élu une couleur différente. Les nocomies, le rouge carmin, l'Istérois, le jaune jonquille, les otlipistes, le jaune d'or, les lociologues, le jaune serein, Audretti, le rouge écarlate. J'admirais le savoir-faire en bijouterie de tous ces grands savants que je respectais infiniment, venant moi-même de la campagne où l'on savait à peine lire et compter. Pourtant, comme j'avais aimé à la folie l'arc-en-ciel qui se forme au-dessus de ma tête quand le soleil brille sous la pluie dans le vert des prés, j'aurais bien vu chacun des colliers emprunter ses couleurs si variées, plutôt que la même couleur. J'en étais là quand l'événement des événements arriva. Un homme de haute taille, que personne ne semblait connaître, vint regarder de près les grands colliers façonnés par les habitants des 5 quartiers. Comme il savait confectionner bien des choses, il fabriqua un porte-voix pour appeler tous les savants et leurs élèves à le rejoindre à la jonction des arrondissements sur une place désertée qu'il appréciait pour son grand marronnier. Trop content de se divertir à la tombée de la nuit, tout le monde vint s'asseoir autour de lui. Il attendit que le silence se fasse et au bout d'un long moment, la magie commença. C'est alors que le raconteur se mit à lancer des mots comme des images dans la nuit fauve. Il ne raconta aucune histoire précise. Il jetait les verbes comme des projectiles qui remplissaient l'atmosphère de couleurs auxquelles les citoyens n'étaient pas habitués. Ils étaient surpris par le timbre de sa voix claire et sombre, et claire et sombre. Il chantait les mots qui n'étaient pas inconnus, mais il les agençait de façon si originale qu'ils avaient l'air d'être dits pour la première fois. Il parlait une langue de fruits, de fleurs, de fleuves, de bêtes, de saisons. Il parlait des idées comme de personnages. Il donnait aux chiffres la forme ronde du songe. Il traduisait la peur et la passion, de telle façon que l'on était soulagé d'être enfin compris jusqu'au plus profond de soi-même. Parfois, il nous faisait rire, et l'on riait de bon cœur. À d'autres moments, il nous faisait pleurer, et l'on passait ainsi du rire aux pleurs sans lui en vouloir. Tout le monde tomba sous le charme du raconteur, au point de lui demander de rester vivre dans la cité. On décida de nommer la place où l'on avait pris l'habitude de venir l'écouter, la Mac. Mesdames et messieurs, j'ai oublié pourquoi la Mac. Il faut me pardonner car il y a si longtemps de cela. Je me souviens pourtant du principal. Je me souviens que toujours plus de monde aimait aller s'y remettre d'une vie harassante dans les quartiers où il fallait travailler de plus en plus dur pour se faire comprendre. On aimait bien s'y rencontrer, parler ensemble de ses chères études en s'émerveillant de celles des autres. Mais quand le raconteur arrivait, on voulait surtout le voir lancer des mots dans l'espace comme des balles de toutes les couleurs et de toutes les formes. À l'entendre jouer de sa voix comme d'une lyre, on perdait chaque fois un peu plus de sa raison, mais c'est une autre histoire. Cher Kamel, le raconteur, vous vous êtes reconnu, c'est vous. Je ne voulais pas faire un discours trop officiel et j'ai imaginé ce conte. Je vous remercie Virgile de l'avoir lu avec moi. Et je voulais raconter cette intrusion, cette arrivée qui a changé notre vie à bien des égards à Sciences Po. Je vous remercie d'être là.
Merci à tous les deux pour ce magnifique conte. Je vous prie de bien vouloir accueillir le directeur de Sciences Po, M. Louis Vassy. Cher Kamel Daoud, c'est une lourde responsabilité que d'introduire votre propos. Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison. Vous ne contredirez pas, je crois, votre compatriote, Albert Camus, qui doit, de là où il se trouve, se satisfaire de voir l'Algérie donner au courage de la nuance un nouveau défenseur. À Sciences Po, nous nous satisfaisons nous aussi, nous nous honorons même de vous avoir accueillis à la Maison des Arts et de la Création. Je veux bien sûr remercier tous ceux qui y ont œuvré. D'abord Laurence Bertrand d'Orléac, Delphine Grouès et ses équipes de la MAC, qui ont été les artisans de votre arrivée à la rue Saint-Guillaume. Mais au-delà, je veux aussi remercier l'ensemble de la communauté de Sciences Po qui vous a accueillis ici et nos partenaires extérieurs qui ont cru en cette idée. Cela fait en effet plusieurs années que vous avez débuté avec nous un compagnonnage qui s'est peu à peu mué en amitié. Nous étions hier heureux d'accueillir le journaliste libre, l'Algérien tourmenté dans son pays. Nous sommes aujourd'hui honorés de recevoir l'écrivain consacré par le prix Goncourt. Français de préférence. Nous sommes nombreux, cher Kamel, à être de cela, et d'une certaine manière, votre prestige ce soir rejaillit sur nous tous qui partageons cette réalité avec vous. Français de préférence, vous me permettrez donc d'utiliser cette expression qui dit ce que vous avez sacrifié. Vous avez quitté la lumière d'Oran et les citrons de votre jardin. Vous avez quitté votre pays. C'est pourquoi j'espère que vous avez trouvé à la Maison des Arts de Sciences Po une nouvelle maison. Je veux en tout cas vous dire que vous êtes ici chez vous et que si ce titre existe, vous êtes, dans notre petit État, dans notre petite société, un citoyen d'honneur. Je veux en effet croire que si le courage de la nuance devait avoir une adresse, ce serait le 27 rue Saint-Guillaume, ici, à Sciences Po. Ici, nous essayons d'apprendre à nos étudiants que si Antigone a raison, Créon n'a pas forcément tort, comme le disait également Camus. Nous le faisons non pas par scepticisme, mais parce que nous savons que pour agir sur le monde, il faut être capable de percevoir sa complexité, de saisir ses paradoxes et de refuser les évidences. La Méditerranée que nous avons en commun est pleine de cette volonté. Souvent, oui, il m'arrive de penser aux premières lignes de l'histoire d'Hérodote. En présentant au public ses recherches, Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de l'oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des Perses. Voici donc un historien, il y a 2500 ans, se donnant pour vocation d'unir deux peuples ennemis dans une vérité commune, sans autre hiérarchie que celle qui sépare la vérité du mensonge. Vous incarnez, cher Kamel, toute l'audace de cette proposition qui n'a rien de tiède. Vous êtes celui qui pensez contre, mais d'abord contre vous-même. C'est ce qui fait votre force, mais aussi votre solitude. C'est ce qui fait, ici à Sciences Po, notre admiration. Et je veux vous le dire, face aux attaques, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là, et même si vos ennemis ne le veulent pas, nous on est là, Kamel. Ce soir, vous avez souhaité adresser une lettre à un étudiant réel, mais un étudiant anonyme. J'espère qu'il vous écoutera, qu'il pourra vous entendre. À ceux qui doutent des vertus du dialogue, je demanderai de vous écouter 2 fois. Par exemple, quand vous écrivez « L'avis d'une majorité n'est pas une raison et que celui d'une minorité n'est pas un tort non plus. » Cher Kamel Daoud, je ne serai pas plus long. Pour finir, je voudrais revenir à Camus, dont vous écriviez il y a quelques années « Un jour, j'espère, Camus reviendra ».
Je crains qu'il ne puisse pas revenir. Je sais en revanche que vous êtes là aujourd'hui, devant nous, et que ce discours de Boutmy, pour moi et pour beaucoup dans cette salle, a des allures de Stockholm. Merci, cher Kamel, pour votre fidélité à Sciences Po, et bravo du fond du cœur pour ce prix Goncourt si amplement mérité. Merci, monsieur le directeur. Je vous prie d'accueillir monsieur Kamel Daoud. Je te laisse la place. Bonsoir. Après autant d'éloges, la moindre des politesses est d'être mort. Chers étudiants, et vous auriez pu être une étudiante, je vous revois encore là, dans la salle, inquiet souvent, illuminé par une passion sans issue vers le monde du dehors, agité par un enfermement. Parfois, vous vous intéressez à mes paroles, dont la science supposée ne puisait en vérité que dans ma sincérité, à raconter mes doutes, à affiner avec vos collègues l'interrogation d'une vie. Je suis un homme dont la seule foi réside dans le droit à la question, comme je l'ai maintes fois partagé. Je fixais vos yeux, scrutant votre enthousiasme dangereux, révélé par un sourire mystérieux, semblable à un feu lointain. Votre moue me secouait et j'attendais. Et cela ne manqua pas. Quand arriva le 7 octobre, se réveilla en vous l'indignation de l'ange et l'argument du diable. Vous aviez découvert que vous possédiez une vérité indiscutable. Dès lors, on se divisa, on marcha les uns sur les autres, on cria dans cet amphithéâtre même, on manifesta, on s'accusa. Comme depuis des siècles, on a cru que la vérité émanait toujours d'un procès, non d'un lieu de rencontre. J'ai veillé à ce que cette dynamique ne s'installe pas dans mon espace d'enseignant, non pas par une interdiction, mais en réfléchissant attentivement à mes propos. Tes yeux me jugeaient. Ma réponse sur les questions que l'immédiateté rendait inflammables, j'avais depuis longtemps décidé d'une attitude qui, paradoxalement, demeure à la source de l'authentique prise de parole, le droit de se taire. Il y a plusieurs décennies, Romain Rolland, une figure influente de la littérature française, a critiqué Hermann Hesse, un écrivain allemand pionnier pour avoir prôné, défendu et sacrifié sa vie à une notion appelée neutralité. Mais alors, que signifie le devoir de se taire à notre époque? Que veut dire cette ignominie, là, immédiatement, pendant que nous vivons le retour des guerres? Garder le silence? Se désengager? Se cacher dans la caverne des savoirs? C'est ce qu'on désavoua justement chez cet immense écrivain allemand que, il y a 30 ans, je découvris avec le jeu de perles de verre et le loup des steppes, si inaugural. Le devoir de se taire est-il de se ranger dans le confort, de hausser les épaules, de professer dans des temples sur des abstractions sans sentir le besoin de dénoncer? Est-il de se placer du côté des plus forts et des plus lâches? Non. Hermann Hesse, que je voudrais rappeler à mes contemporains, inventait un silence éthique, lucide, effroyable à vivre et pourtant humain face aux passions. Se taire devant les fièvres de son époque n'est pas les ignorer, mais s'en prémunir. Garder le silence peut être une décision réfléchie, une manière de reconnaître sa propre impuissance et son humanité, de renforcer son efficacité, d'exprimer sa foi et de se préserver des illusions de son époque. Vous m'aviez lancé, je suis fatigué, monsieur, d'entendre dire que nous, les jeunes, nous ne savons pas débattre, que nous sommes idiots et cervelés. Vous l'aviez prononcé avec une sorte de dédain, presque avec un rictus. J'ai choisi alors de me taire, c'est-à-dire de choisir mes mots, de questionner mon secret. Ce que je voulais, c'était vous faire découvrir d'où venait cette lueur ardente qui était déjà en vous. Je souhaitais qu'on interroge ensemble vos réponses pour calmer mes questions. Pourriez-vous me dire d'où vient votre enthousiasme? Demandai-je avec prudence. Cet enthousiasme, au-delà de vos raisons réarmées. Je savais depuis longtemps que toutes les histoires émergent d'une autre histoire qu'elles cachent. On me posa souvent cette question. Mais comment faites-vous face à certains étudiants à Sciences Po et face aux radicalisés et leurs spectacles? Voici ce que je répondais. Face à mon étudiant, je lui demande d'abord pourquoi crie-t-il? Hurler, est-ce la force d'un raisonnement ou sa défaite?
Est-ce un signe de la passion ou de la fuite au nom de la passion? Il prêchait l'amour avec haine, concluait Gorky à propos d'un prêcheur de justice au début du siècle dernier. Ainsi, je ne l'oubliais jamais. Lorsque vous vous êtes calmé, je vous ai montré mes mains. Elles sont nues et pauvres. Je ne suis pas contre vous, je suis simplement en face de vous. Je viens vers vous afin que vous me convainquiez. Cela vous a peut-être surpris. Vous n'aviez pas peut-être l'habitude d'écouter et d'être écouté, mais seulement de croire. Je vous dis, vous pouvez avoir raison, mais cela ne suffit pas. Dans mon pays natal, où nous avions connu tant d'enthousiasme face à l'infantilisme militant ou aux passions déçues, je répétais sans cesse ce slogan pourtant dangereux. Vous voulez gagner ou bien vous voulez avoir raison. L'un n'est pas l'autre parfois. On peut avoir raison, mais perdre quand même. Il faut que la passion soit accompagnée de générosité pour construire son avenir et qu'elle possède assez de force pour affronter les réalités. Je vous disais, au-delà du cri de la passion, expliquez-moi votre vision, vos raisons véritables. Puis, je vous ai répété que si une raison ne peut pas être dépliée dans le raisonnable, elle restera fière et inutile. En fait, elle sera poussée par la colère et l'extrémisme, faute de succès et de victoire. Dans Conscience et violence, Zweig, ce prophète au bref passage dans notre monde nous avertissait, je cite, « Quelle que soit l'idée dont il s'agisse, à partir du moment où elle recourt à la terreur pour uniformiser et réglementer d'autres convictions, elle n'est plus idéale, mais brutalité. Même la plus pure vérité, quand on l'impose par la violence, devient un péché contre l'esprit. » Fin de citation. Chers étudiants, je vous demandais alors de me mener en vous, de me convaincre, de changer mon point de vue, d'acculer mon droit à me taire face à vous. Vous aviez peut-être raison, mais le fait que vous ne puissiez pas m'expliquer votre certitude renforçait mes doutes à son sujet. C'est probablement l'âge, car souvent, on confond la puissance de renverser un ordre avec celle d'en imaginer un autre. À l'un, il suffit de l'enthousiasme et de la colère. À l'autre, il faut de l'imagination, de la raison et de la générosité. Et finalement, comme la rage seule ne suffit pas pour goûter l'âme et découvrir la justice, vous m'aviez tout confié en quelques phrases. Je cite, « Je ressens de la colère. Et si je suis sensible à cette cause plutôt qu'à cette autre, c'est que ma vie n'a pas été facile. Je suis un Français né ici, mais dont l'origine est ailleurs. J'ai connu la dépossession, la douleur, le mépris, simplement parce que ma géographie et mon histoire sont différentes l'une de l'autre. Comment puis-je rester calme face au conflit à Gaza ou aux otages retenus là-bas ? C'est justement la réponse à cette question que j'attendais de vous. Car si vous admettiez que votre passion provient de vous, vous admettrez que la vérité n'est pas humaine. Vous admettrez que l'autre, en face de vous, possède des raisons différentes, qui procèdent d'une histoire différente de la mémoire de chacun. Vous comprendrez que la vérité n'est qu'un souvenir éteint. À ce moment-là, je vis que cela vous a apaisé, de le pressentir. Et je crois que c'est ce qui rend un combat noble et victorieux, quand il est mené non pas pour vaincre l'autre, mais pour le convaincre. Alors que la guerre le déchirait en 1914 et qu'on l'accusait de traîtrise et de lâcheté en Allemagne, dans un passis de Zarathustra, Hermann Hesse écrivait, je cite, « La solitude est le chemin sur lequel le destin veut conduire l'homme à lui-même. Pour moi, le droit de se taire apparaît comme celui de découvrir les mots les plus utiles. » Ce même écrivain allemand résumait ce paradoxe, je cite, « Le monde était partagé en deux camps qui cherchaient à s'anéantir mutuellement parce qu'ils désiraient tous les deux la même chose, à savoir la libération des opprimés, l'abolition de la violence et l'établissement d'une paix durable. » Fin de citation. Je ne vois pas comment terminer autrement qu'avec les mots de Romain Rolland sur Hermann Hesse. Il lui a écrit, je cite, « Si je suis en mesure de résister à ce doute dans les temps vraiment détestables que nous vivons, c'est en grande partie à votre exemple que je le dois. » Fin de citation. Pour ma part, le droit au silence, ce n'est pas le droit de crier le premier, mais plutôt celui de parler en dernier, pour que ma parole puisse accueillir mon histoire et les histoires de tous les autres qui me précèdent. Ainsi, nous serons tous préservés de la vérité, car la vérité, c'est le métier des dieux. Le nôtre, c'est celui d'interroger. C'est alors que je vous ai exprimé ma gratitude, chers étudiants, pour m'avoir confié votre blessure. Merci à vous.
Merci beaucoup, cher Kamel. Raison, imagination, générosité. Cela peut résumer aussi la teneur de plusieurs des ateliers que tu as menés à Sciences Po. Alors d'abord avec un public de nos étudiants de formation initiale et puis depuis 2023 aussi un public élargi à l'Executive Education, au Master de journalisme et au collège universitaire. Et c'est pour cela que nous souhaitions accorder un temps aussi d'échange avec ces étudiants que tu avais suivis, qui ont échangé avec toi, et plusieurs d'entre eux étaient très motivés, justement, pour te poser quelques questions. Donc, la parole aux étudiants face à Kamel Daoud. Qui se lance en premier? Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis Pierre, donc étudiant dans le Master Finance et Stratégie, et je souhaiterais vous poser une question. Dans quelle mesure votre activité d'enseignant à Sciences Po a-t-elle influencé votre travail d'écriture ces dernières années et inversement? Je réponds? D'accord. Non, en fait, l'expérience de Sciences Po, pour moi, c'est une expérience d'exigence. C'est-à-dire, je suis arrivé avec rien. Et quand on a en face de soi des étudiants qui attendent une réponse, on est obligé d'affiner ces questions, d'être plus précis, d'être sincère. Et ce que je disais dans ce texte, c'est que je puisais dans ma sincérité. Donc, c'est une expérience d'exigence. J'avais en face de moi des gens qui attendaient quelque chose. Et donc, j'étais forcé de la trouver, d'une manière ou d'une autre. Ça m'a enrichi, ça m'a imposé un rythme, une exigence, une réflexion, une cohérence. Vous savez, c'est comme dans la vie. Vous pouvez suivre les vagues de vos pensées, mais quand vous avez quelqu'un d'autre en face de vous, vous êtes obligé de trouver des mots, des langues, des langages et des réponses. Enfin, je n'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai affiné mes questions avec les étudiants. Merci. Très bien. Une autre question? Bonsoir monsieur. Je m'appelle Noémie, je suis étudiante au sein du Master d'Histoire de l'École de la Recherche. Dans Ouris, vous évoquez des phénomènes de violence politique terribles, tels que l'égorgement dont votre personnage, Hob, a été la miraculeuse survivante. Et comment avez-vous procédé pour retranscrire cette violence historique dans un récit littéraire? Et comment avez-vous trouvé l'équilibre entre justesse et respect des faits et liberté narrative? Très bonne question. Un romancier n'écrit pas à partir de rien, il écrit à partir d'une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Comme beaucoup d'Algériens, nous avons vécu 10 ans de guerre civile avec il faut imaginer une guerre avec 2000 morts chaque mois à peu près. Donc c'est quelque chose que tout le monde a vécu. Et dans ce roman, Ouri, je voulais à la fois raconter l'histoire et l'impossibilité de la raconter. Il m'arrive souvent de faire des signatures actuellement où à la fin, il y a toujours des Algériens qui arrivent, qui me regardent et qui pleurent. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une histoire qui manque de mots, qui n'a pas trouvé sa langue. Donc j'ai procédé à partir de ma propre expérience. J'étais journaliste à l'âge de 22 ans, en pleine guerre civile. C'est des expériences qui vous marquent à vie. Elles vous marquent par leur silence, elles vous marquent par leur sens, elles vous marquent par beaucoup de choses. Physiquement, on est marqué. C'est quelque chose que l'on dépasse difficilement, quoi qu'on dise. Et ce n'est pas mon propre, ce n'est pas mon martyr, c'est celui de millions d'Algériens qui ont vécu ça. Après, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Pour écrire ce roman, je me suis déplacé, j'ai interviewé des gens, j'ai replongé dans des archives, j'ai vu des gens, des survivants, j'ai vu des familles, j'étais sur des lieux, etc. Et c'était une expérience de collecte. Maintenant, comment garder l'équilibre entre l'histoire, avec un grand H, et l'histoire, la fiction telle qu'on l'imagine? Je pense qu'il faut à la fois préserver la vie des gens, ce qui est normal, leur intimité, etc., leur identité, mais on ne peut pas interdire à un auteur de parler d'une époque et d'une guerre. Ce n'est pas possible. Cela procède de l'entreprise de perpétuation du silence. La guerre civile en Algérie, elle est interdite d'évocation. Elle n'est pas portée par des institutions. On n'y réfléchit pas. Il n'y a pas de collecte de témoignages. Il n'y a pas de témoignages. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de droit à la parole. Et je pense qu'à un moment, il fallait briser ça. Je ne l'ai pas fait uniquement moi. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait en Algérie. Il y a des films, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. C'est une guerre qui doit être racontée. Parce que nous nous devons aux morts par hommage et nous le devons à nos enfants. Parce que ce qui ne se raconte pas revient. Et nous le paierons un jour, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai essayé de raconter. C'est une histoire
et l'impossibilité de la raconter. Ça m'a obsédé pendant très longtemps. Je ne savais pas comment faire. Jusqu'au moment où ça s'est illuminé, je me suis dit, je fais comme beaucoup d'écrivains, je raconte l'histoire et l'impossibilité de la raconter. Ce n'est pas extraordinaire comme recette, mais c'est vieux comme le monde et ça marche un peu souvent. Ce que je voudrais voir un jour, c'est que ce roman-là soit suivi par d'autres et qu'un jour, les historiens puissent travailler sur le terrain, puissent faire des enquêtes, puissent recueillir des témoignages, puissent raconter réellement ce qui s'est passé. Et c'est important. Merci. Bonsoir, Monsieur Daoud. Je m'appelle Edgar, je suis un étudiant en affaires européennes et j'ai une question pour vous. Donc, durant des heures très matinales, vous avez souvent parlé des romans que vous étiez en train d'écrire. D'ailleurs, vous aviez souvent fait la confession de ne pas toujours être sûr de certaines choses, comme par exemple l'avancement d'une intrigue ou encore le développement d'un personnage. Pourtant, lorsqu'on lit, chaque élément semble avoir sa place et le récit nous paraît tout à fait équilibré. Donc ma question c'est, comment faites-vous dans votre métier d'écrivain, ou peut-être aussi dans votre vie, pour arriver à surmonter ce moment d'hésitation, de remise en question? Pensez-vous que le fait de recevoir un prix Goncourt puisse aider à ne plus être indécis? Ah bah, bien au contraire. Là, bien au contraire, parce que le prix a un prix aussi. Donc, non. Moi, j'ai peut-être un petit défaut, et quand même temps, c'est ma qualité. Je suis plus ou moins autodidacte. Cela me donne de la liberté. Parfois, je vais vers des lieux et des écritures qui inhibent d'autres. Mais d'un autre côté, j'y vais avec un pas incertain. J'ai peur toujours de... Vous savez, vous pouvez le croire ou pas, mais je suis angoissé par le moment où un jour, en France et dans le monde, ils vont découvrir que je ne sais pas écrire. Et c'est ce qui me tord le ventre quand j'écris chaque texte que je fais, même ce texte-là que j'ai écrit tout à l'heure. Chaque texte, je l'arrache, parce que je suis convaincu qu'un jour, c'est le syndrome de l'imposteur, on va le savoir. Et donc, c'est un peu ça. Et ça vous pousse à quoi? À de l'exigence vis-à-vis de vous-même et à quelque chose. Vous avez visité à Yale University, ils ont une banque de manuscrits. J'avais feuilleté le manuscrit de Camus, je l'ai montré à mes étudiants. Et c'était extraordinaire de voir Camus, cet écrivain lumineux, raturer énormément, avec une écriture musculaire. On sent le muscle, je vous avais montré des photos, etc. Et c'est quelque chose qui est frappant. Donc, chaque texte, je suis sûr que c'est le dernier, parce que tout le monde va le savoir. Chaque texte, j'ai mal au ventre, alors que je suis un chroniqueur qui écrit 2-3 textes par jour depuis 20 ans. Chaque texte, il est physique chez moi. J'écris physiquement. Enfin, je ne sais pas comment dire les autres, pour les autres, mais j'écris physiquement. Et ce fut le cas pour chaque cours que j'ai mené à Sciences Po. J'arrivais ici à 8h moins 5, et j'avais envie de vomir, parce que je me suis dit, ils vont savoir que je ne sais rien. Donc, et par contre, ça, je sais le raconter. Et je le raconte avec sincérité. Et je le dis souvent, vous l'avez écouté, la bonne foi est meilleure que la foi, souvent. Donc, c'est ce que je pratique. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la construction d'un roman, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut rester dans le ludique. Il faut que ce soit aussi un jeu. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas plus contagieux que l'état d'esprit d'un écrivain. Si vous vous ennuyez à écrire, vous allez contaminer votre lecteur. Si vous êtes enthousiaste, vous allez le contaminer. Si vous êtes ému et profond, vous allez le contaminer. Le lecteur n'a pas besoin de science pour comprendre dans quel état vous avez écrit. Donc je me dis chaque fois que je dois écrire, m'amuser, que ce soit ludique, que ce soit comme une danse. Et puis parfois ça marche. Je ne sais pas qui a écrit mes meilleurs textes, mais parfois ça marche. Et on te réinvite en plus. Ça, c'est le plus angoissant. Voilà. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais j'ai déjà mal au ventre en me disant, mais un jour, ils vont le savoir. Je suis sûr et certain, un jour, ils vont le savoir. Très bien. Et avant de laisser des questions encore aux étudiants, une petite question. Tu as beaucoup partagé aussi tes inspirations, les livres qui t'ont influencé, qui t'ont marqué, et les livres qui peuvent justement aider aussi à lâcher ce mouvement de la plume et à se lancer face à une page blanche. Surtout avec des étudiants, et on a ouvert des ateliers d'écriture de création à des étudiants qui ne se destinent pas forcément à être des écrivains ou des éditeurs, mais justement à plutôt expérimenter, se lancer un petit peu dans l'inconnu, dans l'imaginaire. Quels étaient ces textes qui t'ont accompagné au moment où tu as commencé à enseigner à Sciences Po? Il y a des textes d'écrivains que j'aime beaucoup. Moi, en fait, je présente toujours aux étudiants 2 romans. Donc je leur présente un roman de Hermanus ou de Junger ou d'autres, en disant ça c'est une œuvre, et un autre polar mal écrit. Et écrire un livre, c'est se mettre au milieu, entre les chefs-d'œuvre et un roman qui est raté. L'autre geste que je faisais toujours, c'est que j'arrive toujours avec un roman. Ce qui inhibe un écrivain, c'est qu'il veut commencer par la fin. Vous savez, vous prenez un roman et vous dites je vais écrire un roman et vous avez plein. Mais ce sont des romans achevés, c'est après un long processus.
c'est un editing, c'est un éditeur, c'est des ratures, etc. C'est comme vouloir accoucher d'un enfant, mais directement vers 22 ans avec plein de diplômes. Ça ne marche pas, ça grandit avec vous. Un bébé arrive au monde froissé, vous voyez, il est émouvant, il est tout humide, etc. Et quand on écrit, il ne faut jamais voir les œuvres finies. C'est votre tombeau, le tombeau de votre talent. Ce qu'il faut voir, c'est l'œuvre qui commence. Et ça, c'est le plus important. Et puis, vous savez, pour les ateliers, je pouvais résumer ça en une phrase, mais il fallait justifier quand même un salaire. Donc, c'est que chaque fois, j'explique aux étudiants, arrivez à écrire comme vous êtes. Alors, ça paraît d'une banalité incroyable. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire à partir du moment où on accepte de ne pas écrire des livres, mais de les écrire vraiment, de ne pas réécrire d'autres livres, de ne pas penser à quelqu'un qui a écrit de trop grands livres, il y a un moment, une petite place qui se dégage, c'est la vôtre. Et vous commencez à écrire parce que vous avez une voix en tête et que ça vous emporte et que c'est important pour vous et nécessaire. Et je ne sais pas comment dire les choses autrement. Il y a toujours une place entre le chef-d'œuvre et l'œuvre et c'est vous. Vous êtes au milieu, vous avez droit. En plus, les grands génies sont morts, donc il y a de la place. Franchement, donc pourquoi s'inhiber ? Vraiment, il faut écrire, s'amuser, il faut que vous puissiez séduire. Vous savez, quand vous voulez séduire, vous séduisez, vous trouvez les mots. Tout devient de la poésie, même un slogan. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'on peut écrire, à partir du moment où on s'accepte soi-même. Et tout devient écriture, tout. Tout autour de vous, ça devient votre œuvre. Mais si vous arrivez avec l'idée d'écrire en imitant l'écrivain idéal, vous êtes mort. Merci Kamel. Une autre question peut-être côté des étudiants ? Oui, bonjour monsieur. Merci pour tous vos mots. Je m'appelle Thalie et je suis dans le master de communication, médias et industrie créative. Et lors de votre atelier du semestre dernier, vous nous avez appris qu'un roman n'était pas la formulation d'une réponse ou d'une morale, mais plutôt d'une question qui doit être fondamentale à l'auteur. Et je me demandais alors quelle était cette question fondamentale posée par Ouris. Je peux la formuler parce que j'ai réfléchi. Alors, est-ce que oublier, c'est le bonheur ou est-ce que la mémoire est un devoir ? Parce que prenez un fait qui est traumatisant. Vous avez le droit d'oublier pour être heureuse. C'est un droit tout à fait légitime. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne faut pas se remémorer pour que cela ne se reproduise pas ? Et l'ambiguïté, elle est là. Il n'y a pas de bonne réponse dans les romans. Les bonnes réponses, on les cherche ailleurs. Dans les romans, on affine nos interrogations et nos questions. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, dans ce roman-là, il y a cette question. Il y a une autre encore plus profonde. C'est qu'allons-nous faire de nos morts ? Est-ce que nous allons les imiter parce que leur disparition nous a fait mal ? Ou est-ce que nous allons continuer leur vie parce qu'ils nous ont laissé un cri immense ? Dans ce roman, il y a une phrase. Cela fait 1000 ans que les morts de ce pays nous répètent de vivre. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que les morts nous demandent de vivre plus intensément parce que cela apporte de la joie de l'autre côté. Peut-être que finalement, vivre, c'est vivre deux fois et vivre la vie de nos morts. Peut-être que c'est ainsi. C'est une question qui était importante pour moi. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? C'était généralement le monopole des religions. Et ça peut être le monopole aussi d'un écrivain, d'une réflexion. Il y a une vie après nos morts. Je ne sais pas comment vous raconter les choses. Je suis algérien, je suis né dans un pays qui a beaucoup souffert et qui a placé peut-être ses morts au-dessus de ses vivants, ce que je n'accepte pas. Moi, je pense que les morts sont morts pour que je sois heureux, pour que je danse, je boive, je m'amuse, je ris, je pleure, je perds, je mise, je gratte des grilles de loto et j'écrive des poèmes. C'est ainsi. Donc c'est une question fondamentale. Faut-il vivre parce que nous avons droit ou faut-il mourir par respect à nos morts ? C'est aussi une question qui m'a beaucoup travaillé. Et donc, un roman, c'est une grave question qui est parfois, vous la trouvez vers la fin, pas au début. Au fait, écrire, c'est interroger. Vous vous dites, je vais raconter l'histoire d'un homme qui veut devenir riche. Après, vous allez comprendre au deuxième chapitre qu'il voulait devenir riche pour impressionner son père, qu'il n'a jamais aimé. Au fait, il voulait devenir riche pour s'aimer lui-même, parce que quand on n'est pas aimé par ses parents, on ne s'aime pas soi-même. Au fait, il voulait devenir riche pour qu'on l'aime. Au fait, il veut devenir riche pour qu'un jour, on lui explique qu'est-ce que aimer. Au fait, il voulait devenir riche parce que c'était sa mauvaise réponse. Et ça lui a apporté, ce n'était pas la bonne interrogation, ce n'était pas la bonne réponse. Et à la fin du roman, il va découvrir autre chose. Est-ce qu'il va découvrir une réponse ? Non, mais nous sommes
un genre de question. Nous sommes là pour interroger le monde. La réponse est le métier des morts. Nous n'avons pas besoin. Nous sommes là pour interroger, poser des questions, affiner nos questions. Et puis un jour, nous allons mourir, nous allons avoir droit à une réponse éternelle. Qui je crois, c'est ma métaphysique, nous la confectionnons ici. Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'on n'a que le Dieu de ses actes. Et le questionnement permanent. Une autre question ? Rebonsoir. Dans votre livre, le personnage d'Ob choisit de rester là où vous avez dû partir. Quelles ressources les nouvelles générations d'Algérie doivent-elles parvenir à puiser en elles-mêmes pour espérer qu'ait lieu une réconciliation des mémoires d'un passé dont on efface délibérément les traces ? Merci. Bonne question. Moi, je pense que je ne suis pas un philosophe. Je signe souvent dans mes livres « Raconter apaise les morts et les vivants ». Je pense que si on raconte, on commence déjà par donner parole aux morts qui attendent et aux vivants aussi. Donc, ce qui manque peut-être en Algérie, c'est raconter, dire les choses, prendre parole. Vivre, c'est trouver une langue. C'est ça, vivre. Vivre, c'est pas amasser de la richesse. Vivre, c'est trouver sa propre langue. À partir de ce moment-là, tout c'est clair. Vous écrivez des livres, vous séduisez, vous recrutez, vous faites élire, vous écrivez des poèmes, vous réussissez dans votre vie, mais trouvez votre langue et pas la langue des autres. On met la moitié de sa vie à comprendre que ses rêves sont souvent les rêves des autres. Et l'autre moitié à commencer à identifier ses rêves. Et donc, ce qui manque à mon pays, peut-être, c'est une théorie du bonheur. Qu'est-ce que être heureux ? Je crois qu'à partir de ce moment-là, tout le reste se décline. Et pour cela, il faut des artistes, il faut des écrivains, il faut des gens qui partent, il faut des gens qui arrivent, il faut des résistants, il faut de la solitude, il faut beaucoup de choses. Une théorie du bonheur, ça est pas mal comme parti politique, même pour la France d'ailleurs. Très bien, une question qui suivait. Bonjour, donc je voudrais vous poser une deuxième question. Quel impact espérez-vous que votre livre aura sur vos lecteurs ? Non, je ne suis pas dans la pensée magique en croyant qu'un livre a bouleversé le monde. J'étais jeune quand j'ai écrit, ça m'a déçu, je me rappelle. La lumière que s'éteint, de Kipling. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué, j'avais 15 ans. Le narrateur disait à l'autre, mais vous savez, votre livre, vous rêvez de chef-d'œuvre, il va être publié, il va être lu par 1000, 2000, 4000, 5000 personnes. Et à l'époque, je croyais à la sacralité du livre, ça m'avait déçu. Je me suis dit, même écrivain, je ne vais pas conquérir le monde entier. Ce n'est pas suffisant. Et donc, depuis, j'ai de l'humilité. J'écris des livres, on ne sait pas comment ça va se passer. Parfois, un livre change le monde, non pas parce qu'il a été lu, mais tragiquement parce qu'il n'a jamais été lu. Et ça, c'est ce qui est de plus tragique dans l'histoire de certains pays. Vous le vivez maintenant. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce roman, bon, c'est un roman sans plus. Je veux dire, j'avais un ancien ami, c'est à cette tribune que j'avais cité son propos. Il a dit un jour, une religion, c'est un livre qui a bien marché. Je ne sais pas, je n'ai pas cette prétention. D'accord, mes éditeurs sont là. Mais je crois qu'un roman peut participer par son écriture, par ses lecteurs. Un roman, c'est une chaîne. Vous voyez, c'est un libraire, c'est un éditeur, c'est une éditrice ou un éditeur avec vous. C'est un retentissement, c'est des diffamations, c'est des attaques, c'est des autodafés, etc. Mais je ne pense pas. Peut-être ce livre, parfois je me dis, peut-être il a déclenché malgré lui une réflexion sur notre histoire immédiate en Algérie, mais pas uniquement, même ici. Même ici. Parce qu'on oublie, maintenant on pose des étiquettes, islamisme, avant c'était fascisme, après nazisme. En fait, c'est la même maladie. Il y a la maladie de la question, qui est notre maladie saine, et il y a la maladie de la vérité. Et ceux qui possèdent la vérité ne tolèrent pas les questions. Et ceux qui ont des questions subissent ceux qui possèdent la vérité. Et après, on change les étiquettes. Donc, je suis en train de chercher une bonne réponse. Non, un livre, un roman, est-ce qu'il peut changer des choses comme ça? C'est possible. Est-ce qu'il a cette prétention? Je ne pense pas. Parfois, il faut les deux. Il faut la vie d'un écrivain plus le livre lui-même pour faire poids. Donc, j'aime bien la fameuse phrase de Gibran Khalil Gibran. Vous savez, dans le Prophète, il dit, l'enfant qui l'interroge, il lui dit, mais cher prophète, ça fait 10 ans que vous prêchez, mais vous n'allez pas changer le monde. Et il répond, je continue pour que le monde ne me change pas. Parfois, c'est ce qu'on peut espérer. Merci bien. Je crois qu'on a une question ici aussi. Oui, bonsoir monsieur. Vous avez évoqué un certain nombre d'écrivains, Romain Rolland, Hess, Junger. Je sais que vous avez écrit récemment, vous avez lu, relu un autre auteur, un poète palestinien, Mahmoud Darwish. Je voudrais savoir ce que vous apporte Darwish aujourd'hui,
pourquoi vous le lisez et pourquoi peut-être nous devrions le lire. Derwish, c'est un grand poète. C'est rien de le dire. Je veux dire. Derwish, je le relis parce que parfois j'ai la nostalgie de la langue arabe. La langue délivrée de la prise d'otage religieuse et idéologique. J'aime cette langue biblique et magnifique et donc je replonge dans le poème. Le poème, c'est un personnage de l'histoire arabe. Vous savez, le poète, il arrive toujours dans la salle, regarde, et ça arrive après chaque défaite. On a un poète qui nous raconte la défaite et qui la transforme en extase. Et nous allons ainsi de poème en poème. Le poème est une personnalité dans le monde arabe. Et donc je relis parce qu'il rafraîchit en moi la langue arabe, il me permet de replonger dans une matrice que j'aime beaucoup. Et puis Mahmoud Darwish, c'est quelqu'un qui raconte l'homme. Il le dit lui-même dans beaucoup d'interviews, il disait il ne veut pas être enfermé dans une nationalité. Il était porteur d'une blessure, celle de sa terre natale perdue. Mais aussi c'était un homme qui racontait l'homme. Il y a un très beau poème, je ne l'ai pas ici, c'est l'homme qui décrivait les lys, je crois. Il parlait à un vétéran de guerre. Il lui disait, mais c'était quoi? Il disait, mais moi, vous savez, la patrie, ce n'est pas comme ils disent dans les poèmes, dans les radios et les éditoriaux enfiévrés. Moi, la patrie, c'est quand je rentre chez moi, vers la fin, et je prends le café de ma mère. Il lui dit, décris-moi ton premier tué. Il dit, j'ai tiré sur lui, et ça fait ça comme une tente collante des os. Je le fuyais, j'ai trouvé une photo. C'était celle de sa fille, de sa femme. Apparemment, c'était un épicier comme moi. On ne m'a pas expliqué qu'est-ce que c'était la mort avant que j'aille combattre. Et j'aime ce poète, sa façon de décrire un peu, sa façon de creuser l'homme en nous, sa façon de ramener la tragédie hors du politique pour que nous l'assumions tous tels que nous sommes. J'ai envie que ce poète soit traduit. Il n'est pas encore suffisamment traduit. J'ai envie qu'il soit lu et qu'il puisse nous ouvrir ses poèmes et qu'on puisse les traverser, ressentir l'autre, etc. Je ne sais pas comment dire les choses parce que de toute façon, il a tout dit. Donc, il me reste peu de mots. Est-ce qu'il y a d'autres romans ou poètes que nous ne connaissons pas assez, et notamment qui n'auraient pas été non plus beaucoup traduits, que tu recommanderais pour appréhender le monde et le comprendre différemment? Il y a de grands poètes des années 60-70, Badr Shakib Sayyab, Gibran Khalil Gibran, que ça connaisse. Il y a de grands poètes libanais de l'époque, il y a des romanciers. Moi, je connais un roman que je cite souvent pour mes étudiants, c'est 16 ans de migration vers le nord de Taïb Salah, le Soudanais, qui est un des 100 meilleurs romans du siècle dernier, selon les classements, et que peu de gens connaissent ici, et qui est sublimissime, qui pour moi est une fable magnifique. Il faut imaginer l'étranger, mais heureux. Très bien. Ce serait une phrase conclusive aussi pour cette séance-là. Une toute dernière question qui venait notamment d'étudiants de campus qui te posaient souvent cette question. Tu as parlé de ton roman Ouris, la difficulté aussi d'écrire et les doutes qui t'assaillent dès le début de l'écriture jusqu'à non seulement la soumission aux éditeurs, mais même après. Leur question était beaucoup tournée sur quand est-ce que tu sais que là, tu places le point final et que tu donnes le manuscrit aux éditeurs et que tu lâches prise sur ce texte qui t'a emporté pendant plusieurs années. Quand l'éditeur me téléphone. Mais non, la réalité, c'est que quand on écrit, il y a toujours une tension. On n'écrit pas à partir de la paix. Il faut une tension. Parce que s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a rien. Il faut qu'on mise un peu. La lecture, je disais souvent à mes étudiants, bon, ça c'est une métaphore, elle est un peu bête, mais elle donne quand même un aperçu sur la métaphysique du lecteur. Moi, je suis quelqu'un qui ne prend pas l'avion beaucoup, j'en ai peur. Mais un des bonheurs vicieux que je connais, c'est lorsque je suis chez moi, je suis allongé, je regarde National Geographic, je regarde ces séries sur les crashs d'avions. Il y a quelque chose de cela dans la lecture. C'est-à-dire, on va vers le drame, on le décrit, on le vit pas en même temps. Donc, dans un roman, il y a une tension, mais je pense qu'à un moment, on atteint l'image ultime, celle qui vous assouvit, qui a la bonne réponse. Quand j'écrivais Ouri, je savais qu'elle allait vers le bonheur. Mais ce n'était pas suffisant, il ne suffit pas de dire le bonheur. Pour moi, la scène ultime, quand elle prend son enfant et qu'elle l'allaite, et le geste d'allaiter un enfant était pour moi, c'était cette image-là que je cherchais depuis le début. On le sait, on le sent depuis le début, à tel moment, toutes les tensions retombent. Et puis, c'est quelque chose qui est là. Peut-être qu'on le sait depuis le début, qu'on joue à l'ignorer, mais on le sait. On le sait. Quand on affine la véritable question vers la fin, on sait qu'on a trouvé la bonne question. L'image ultime,
Je pense que nous la recherchons tous aussi ici. On souhaitait vraiment te remercier de ce temps aussi que tu nous as consacré alors que tu es lancé avec toutes les tournées, avec les prix. Merci d'avoir partagé le texte et ses réponses aux étudiants. Non, tu souhaites ajouter Oui, mais merci à vous aussi, parce que Sciences Po m'a offert, c'est vrai, une maison, m'a offert un bureau pour écrire. Les gens ne le savent pas, parce que j'ai écrit la moitié de ce roman dans des bureaux quelque part. Et ça, c'est pour ça que j'ai mis la dédicace pour Sciences Po qui a offert un toit à ce roman, ce qui est réel. Ce n'est pas une plaisanterie. On m'a abrité ici, on m'a accueilli, et ils ne pourront pas me faire sortir.